Oui, d'avoir pris la peine de participer à la table ronde qui est organisée ce soir. Tout d'abord, j'aimerais remercier la MJC qui nous accueille ici dans ces locaux. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, vu que la MJC organise d'autres activités en parallèle, il va y avoir autour de 18h30 un petit peu de passage, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Avant d'enchaîner tout de suite sur la table ronde, je vais dire également quelques mots de présentation sur moi-même. Donc je m'appelle Quentin Martineau, je fais partie du Parlement européen des jeunes, France. Alors quel lien avec le transport fluvial? A priori, le lien n'est pas évident. Mais en fait il l'est, puisque le transport fluvial est lié par cette table ronde à la COP21, aux enjeux environnementaux et du changement climatique. Il s'avère que nous, au Parlement européen des jeunes, on réfléchit aussi à ces problématiques-là, bien sûr peut-être qu'à la COP21, mais de plus en général également. On a organisé quelques activités cette année en lien avec cette thématique-là. Et le transport fluvial et les enjeux environnementaux sont bien évidemment liés à l'avenir des jeunes. Donc quand on nous a invité à animer cette table ronde, on a accepté évidemment tout de suite. Un petit dernier mot sur l'association. On est une association apartisane à la politique. On est là pour faire de l'éducation populaire à la citoyenneté pour les jeunes. Donc voilà, c'est pourquoi on est aussi là ce soir. Tout de suite, je vais donner la parole à monsieur Roland Bernard, donc, qui est conseiller municipal de la ville de Lyon et conseiller délégué à la métropole de Lyon, en charge des fleuves, pour qu'il puisse nous introduire sur ce sujet du transport fluvial ce soir. Merci. Tout d'abord, je voudrais toutes et tous vous saluer, remercier évidemment la présence des élus qui sont ici, et puis remercier bien entendu les gens de Voies navigables de France, qui est un acteur majeur pour le développement du fluvial sur nos rivières et nos fleuves. Merci Rachid, et mes meilleurs témoignages à votre directrice, Madame Dominique Nava. Et puis je voudrais remercier tous ces bateliers qui sont pleins d'énergie, pleins de volonté, surtout des gens qui cherchent à écouter de plus en plus nos concitoyens qui se plaignent de la pollution, qui se plaignent d'un certain nombre de choses, et qui ont compris très vite que grâce à des fleuves, à des rivières, il y avait sans doute une nécessité d'un retour au transport fluvial. Alors on ne peut pas le faire dans n'importe quelles conditions, parce que vous connaissez les lobbies routiers, vous connaissez des tas de lobbies. Il faut aussi savoir que c'est encore difficile dans l'esprit des élus peut-être de se réapproprier les berges et les rives de leurs fleuves et rivières, mais croyez bien qu'à Lyon et à la métropole lyonnaise, chose est faite, puisque si pour les Lyonnais qui sont présents ici, et vous avez quand même vu depuis 2001 les aménagements des berges du Rhône, on a donné de nouveau un vrai sens, une vraie logique au fleuve Rhône sur ces berges, sur la rive gauche du Rhône bien entendu, et alors qu'elle était livrée, je crois, à beaucoup de voitures entre autres. Et puis on a également réalisé les premiers aménagements des rives de Saône. On a rendu aussi la Saône à nos concitoyens, à nos promeneurs, à la détente, au loisir, à beaucoup de possibilités de retrouver un sens aussi avec sa rivière qui fait partie sans doute de l'histoire, de toute l'histoire du développement économique de la ville et de ce que est devenu Lyon aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que dans les passés très lointains, Lyon a été une des villes les plus florissantes d'Europe grâce à ses fleuves et surtout à sa rivière, puisque les échanges se faisaient par la rivière. Et puis toute l'économie qui s'est développée autour. Et je trouve que cette initiative aujourd'hui, qui vient en soutien d'un opérateur batelier avec son épouse, plus 2 ou 3 collègues, hein, je crois que vous êtes peu nombreux d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais vous avez une volonté farouche de prouver à tout le monde, et notamment à ceux qui sont ici présents, qu'il y a raison d'espérer pour ce transport fluvial, et notamment ces colisages un peu particuliers qui peuvent très bien prendre du temps
pour aller d'un point à un autre et qu'on n'est pas obligé de mettre ça systématiquement dans un camion pour le livrer et qu'il reste stocké dans un hangar pendant des semaines avant qu'il soit récupéré. Donc le bord à bord me paraît intelligent, hein, et aujourd'hui ça rentre aussi, vous le savez, on parle de la COP 21 et la COP 21 qui va avoir lieu dans quelques semaines. C'est aussi une obligation et une mission des politiques comme de nos concitoyens de préserver cette planète, parce que nous ne l'avons reçue qu'en héritage, et cet héritage-là, nous devons la donner aux générations futures en bon état. Voilà, je voulais dire ce mot, et puis surtout remercier tous ceux qui ont eu cette initiative, et puis dire combien, par ma présence, vous savez que le président de la métropole et le maire de Lyon est très attaché à la reconquête du fluvial sur ce territoire métropolitain, et qui aujourd'hui, bien entendu, jouit d'une image internationale et qui aujourd'hui participe largement au rayonnement économique, environnemental et culturel de notre belle capitale régionale. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, pour cette introduction. Vous avez contextualisé l'action de la métropole sur le domaine du transport fluvial, l'importance qu'avait le transport fluvial pour la ville de Lyon et qu'il a eu pour son développement et encore aujourd'hui. Et enfin, rappeler à tout le monde l'importance de la COP 21 et le fait que la COP 21, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un travail des États, des négociations qui vont se passer entre les États, mais c'est aussi des actions concrètes que vont devoir mettre en place les acteurs privés, les entreprises, la société civile, mais aussi les collectivités territoriales. Donc merci. Avant qu'on passe à la table ronde à proprement parler, je vais vous dire 2 mots sur le déroulé de cette table ronde. Donc il va y avoir d'abord une première partie de présentation des acteurs ici présents, puisqu'on a la chance d'avoir tous les maillons réunis importants du transport fluvial, excusez-moi, qui vont des gestionnaires des fleuves en passant par les transporteurs et également des chargeurs. Mais avant donc, de passer à la table ronde, je vais inviter M. Jean-Marc Samuel à présenter l'initiative Un voyage pour le climat, pour qui nous sommes réunis en fait ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je ne remercierai pas la MJC parce que c'est déjà fait. Mais merci quand même pour l'accueil. Je remercierai aussi le Parlement des jeunes d'avoir accepté d'animer ce débat. Et puis, je vais vous donner un petit peu la genèse de cette histoire. Bon, nous sommes donc deux bateliers un petit peu atypiques avec la Lizarine et le Tourmente. La Tourmente agit depuis 4 ans sur la région, sur le trajet entre Sète et Bordeaux, où je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus de transport sur le canal de mer? Comme à peu près tous les citoyens se posent cette question, pourquoi il n'y a plus de transport sur les voies d'eau françaises, ou très peu de transport, ou de moins en moins de transport? Donc d'après cette question, on a travaillé depuis 4 ans à naviguer un bateau, déjà pour réoccuper le terrain, et sensibiliser les gens à la question du fluvial. Ça a passé donc par un travail ethnographique avec le collectage de la parole des mariniers et le transport des produits régionaux issus des territoires traversés par le canal. Donc on fait un détour pour revenir au transport fluvial. Et ensuite on apprend que la Lizarine est en train de se monter, donc on se rencontre, donc la Lizarine se démarre, commence à travailler. Et on est toujours à peu près confronté aux mêmes problématiques. On est un petit peu à cheval entre la communication et le transport. Et arrive le moment de la COP 21. Effectivement, la COP 21, c'était le moment ou jamais de faire la promotion du transport fluvial. Je suis aussi, je vous parle en tant que représentant de l'association Vivre le Canal, qui a donc construit ce projet Bordeaux-Paris par la voie d'eau, un voyage pour le climat. Mais je suis aussi administrateur de la CNBA avec mon ami Bruno Cossio. Donc, je fais du lobbying pour fluvial, le matin en me levant jusqu'au soir en me couchant. Des fois, j'en rêve un peu aussi d'ailleurs. Donc, cette opération, si vous voulez, elle a pour moi, nous sommes aujourd'hui à la 9e escale, à 15 escales. 9e escale, il y a eu déjà 3 tables rondes, 4e table ronde, je crois, avec à chaque fois le même succès d'intérêt, évidemment, avec à chaque fois la présence des chargeurs, des gens qui vous disent, nous on avait envie de faire transporter par la voie d'eau. Je ne fais que rencontrer les chargeurs, on parle d'économie, qui veulent, nous voulons transporter par toujours. Et après, on arrive au deuxième chapitre, les problèmes et pourquoi on n'y arrive pas.
Donc on essaie d'identifier on essaie déjà d'insérer dans ces tables rondes, de faire se rencontrer d'un côté les collectivités, les représentants des collectivités, qui ne sont pas les plus faciles à faire déplacer. C'est pour ça que je vous remercie d'être là. Non, mais je vous assure, non, mais Lyon, c'est carrément je pense que ça va être le pic de notre voyage. On arrive à peu près à la moitié du voyage. Et non, franchement, et d'ailleurs j'en profite, alors petite parenthèse, merci Agnès Laurie. Merci beaucoup qui a organisé cette table ronde, plus celle d'Avignon, toute la partie ronde-saône. Donc vraiment, avec son professionnalisme, elle nous a vraiment tiré d'affaire dans notre petit, je dirais pas amateurisme, mais notre volontarisme d'association. Voilà. Donc en tout cas, ce voyage pour le climat, il commence à faire parler de lui. Il a on a utilisé les moyens de communication, Facebook, le site, etc. Et on arrive à avoir vraiment un retour extrêmement positif qu'il faudra certainement transformer. On ne va pas en rester là à la fin. Je vais terminer en remerciant quand même les financeurs. C'est-à-dire, on va commencer par le premier qui a dit oui, ça a été quand même VNF, on va reconnaître. C'était VNF. Après, les acteurs du fluvial, les organisations professionnelles, ou la représentation, la CNBA et Entreprendre pour le fluvial qui nous ont suivis. Et ensuite, les collectivités. Donc, on aura eu quand même la région Languedoc-Roussillon, la région PACA qui nous a largement soutenus, la région Midi-Pyrénées. Je viens d'avoir l'accord il y a quelques heures. Et évidemment, Lyon Métropole, évidemment, la grande métropole. Merci beaucoup. Et nous avons, on a eu à chaque fois un succès d'estime. Je pense que si on refaisait ce voyage l'année prochaine, on aura le soutien de toutes les régions traversées. Parce qu'elles sont persuadées de l'intérêt de la Guadeloupe. Et à nous de trouver l'articulation entre ce que nous on peut proposer et ce que la demande des entreprises et de la population. Là, il y aura peut-être un petit travail à faire. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, le problème du transport fluvial, c'est souvent le problème du prix quand on est 3 centimes plus cher, mais c'est pas celui du transport fluvial, c'est du transport de marchandises en général. Hein. Je l'intègre dans le transport de marchandises. Si vous êtes 3 centimes plus cher, c'est pas pour vous. Alors si en fluvial on n'a pas l'environnement le plus favorable qui soit, on ne peut pas y arriver. Donc il y a tout un travail à faire pour regagner j'aime pas trop ce mot, mais il est très utilisé en compétitivité, du moins partir sur les mêmes bases, avoir les mêmes avantages, les mêmes atouts que sur la route. Je parle du rail qui malheureusement lui ne se porte pas très bien, qui est l'autre alternative à la route. Moi je suis sur le même plan, je me mets sur le même plan. Voilà. Je vous remercie et une bonne soirée. Merci beaucoup Monsieur Samuel et merci également à l'association Vivons le Canal qui organise ce projet d'ampleur finalement, puisque 15 escales fait pas rien, avec beaucoup de tables rondes et à chaque fois beaucoup d'acteurs réunis lors de ces tables rondes. Vous avez en effet touché du doigt certains enjeux en fait, du transport fluvial, notamment ceux de la gouvernance, avec l'idée de rassembler des acteurs très différents ici ce soir, puisque c'est un milieu qui mélange beaucoup de gens différents qui doivent prendre des décisions et qui sont tous finalement liés. Également la question des infrastructures et bien sûr l'enjeu écologique du transport fluvial. Je vous propose maintenant qu'on passe directement à la présentation de ces acteurs qui sont là ici ce soir pour aussi nous donner leur avis sur le transport fluvial, nous expliquer les atouts de ce mode de déplacement de marchandises. Donc je vais vous donner la parole, chacun votre tour. Peut-être qu'en plus de nous donner votre point de vue donc, sur le transport fluvial, les atouts que ce mode de transport est pour vous, si également vous voulez nous donner votre point de vue sur la COP21 et ce que cette réunion pourra apporter au milieu du transport fluvial, ça serait très bien aussi. Alors on va commencer avec Voies navigables de France, puisque donc, comme le disait Monsieur Samuel de l'association Vivre le Canal, un de vos objectifs est la sensibilisation des gens au transport fluvial. Il me semble que pour Voies navigables de France, c'est aussi un de vos objectifs. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Rachid Goud pour nous expliquer tout ça. Merci. Alors, d'abord bonsoir. J'excuse ma directrice qui n'a pas pu se rendre ce soir. C'était matériellement pas possible, y compris Nicolas Schacht, qui est de retour de Dole, et pour la bonne cause. Il animait des ateliers sur le transport exceptionnel par voie fluviale, pour que les plus de transports exceptionnels qui passent par la Guadeloupe. Et en l'occurrence, y compris, on en parlera tout à l'heure, sur le réseau dit à petit gabarit, le réseau Tressilon. Alors très rapidement, pour tout le
de gens qui connaissent Voies Navigables, donc je m'adresse plutôt aux jeunes. Donc VNF est l'établissement public administratif donc de l'État qui gère le réseau de voies navigables en France, c'est-à-dire environ 6700 km de voies navigables et toutes les dépendances autour des voies navigables qui concernent notamment les zones concédées que sont les ports. Donc, on gère un réseau en direct, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner les barrages, les écluses, et on fait fonctionner ces barrages et ces écluses pour qu'il y ait des bateaux qui passent. Donc notre mission première, au-delà de l'exploitation de ce réseau fluvial, c'est de contribuer au développement du transport et de faire en sorte que le maximum de bateaux puissent emprunter ce réseau et franchir ces ouvrages. Voilà sur la présentation rapide de BNF. Cette mission de promotion du transport fluvial, elle passe par, on va y venir, elle passe par pas mal d'actions qui sont notre quotidien, des actions de très court terme, qui consistent à attirer des industriels, des chargeurs. Alors on a une batterie d'outils pour que ces industriels puissent confier des volumes de transport aux mariniers, aux compagnies de fret fluvial. Mais aussi on travaille pour le long terme. On travaille pour le long terme et le long terme on fait des prévisions, de la prospection. Et si on fait de la prospection et des prévisions, c'est pour pouvoir, non pas dire ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 30 ans, mais c'est de pouvoir influencer le cours des choses. Parce que si on ne fait rien, si on ne fait pas des prévisions pour dire si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer, on aura tout faux. Donc on ne fait pas des prévisions pour prévoir exactement ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, mais c'est surtout pour faire des propositions anticipées, notamment, et anticiper des actions d'aménagement du territoire qui sont nécessaires pour que le fret fluvial se développe. Et donc, effectivement, c'est compliqué le report modal. C'est compliqué parce que c'est le fruit c'est une conjonction de plusieurs raisons qui ont leur, qui s'expliquent par un contexte historique, français notamment. Mais pour développer ce mode, il faut agir à court terme avec les chargeurs, j'y reviendrai, mais il faut aussi préparer l'avenir en impliquant le maximum de partenaires, parce que le report modal, c'est pas simplement l'affaire de VNF, c'est l'affaire de VNF, des collectivités territoriales qui prescrivent des politiques publiques, donc on n'est pas tout seul. Et il faut rassembler le maximum de monde autour de nos préoccupations. Et donc, par exemple, on vient de finir un schéma portuaire de la région lyonnaise. On ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait avec la métropole, avec les communes qui sont concernées par le Rhône et la Saône, avec la Compagnie nationale du Rhône qui est le concessionnaire. Et ce schéma portuaire, il s'inscrit à très court terme. Il y a des actions qu'on va engager dès la fin de l'année, mais il y a aussi des actions d'aménagement du territoire qui ne peuvent s'inscrire qu'à long terme, et pour pouvoir les faire, il faut les mener, je dirais, collectivement. Et VNF ne peut pas faire ça tout seul. Voilà, donc je fais court. Merci. Merci donc nous avoir rappelé la position de VNF comme acteur incontournable dans la gestion du transport fluvial et son accompagnement au développement du fret fluvial. Et également d'avoir donné un exemple concret de projet en plus qui se déroule ici au niveau local. Maintenant, je vous propose de continuer avec un transporteur, CFT Rhône, donc transporteur qui est présent sur le Rhône depuis près de 30 ans, avec une flotte très importante, plus de 200 unités, qui transporte ce type de marchandises. Alors je vais vous laisser la parole, Monsieur Mathieu Blanc, pour pouvoir nous en dire plus sur le rôle de CFT Rhône et nous parler un peu des atouts que le transport fluvial a pour l'entreprise. Merci. Très bien, donc
En introduction, donc, je voudrais vous remercier votre association pour donner la parole au monde du fleuve, du fluvial. Donc merci beaucoup. Merci Agnès Leroux aussi pour l'organisation parce que c'était, comme d'habitude, très bien organisé. J'ai une petite pensée particulière ce soir pour les artisans du Rhône qui vivent une passe très très difficile en ce moment, voilà, qui commence et qui n'est pas terminée. On a 3-4 mois difficiles qui nous attendent, notamment dans le Vrac-Sac. Donc je pense bien à eux parce que moi je suis salarié et eux ils investissent sur leurs deniers personnels, donc la vie elle est facile pour moi pour eux. Il y a 3 ans, c'était à l'initiative du Grand Lyon, on faisait une table ronde et puis on était déjà quasiment, il manque qu'un acteur en fait, hein, on était déjà 3 autour de cette table, donc c'est aussi un clin d'œil aussi à la continuité de nos projets puis de notre volonté et d'un discours commun à vouloir promouvoir la voie d'eau. CFT, donc c'est une entreprise privée, c'est un armateur, donc propriétaire de bateaux, 200 bateaux, mais alors pas que sur le Rhône, les 200 bateaux, à la fois sur la Loire, le Rhône, la Seine, et on vient de quitter la Garonne, malheureusement, et on a un petit automoteur qui circule sur le petit gabarit, donc j'arrive un peu j'essaie de faire grandir mes cultures du petit gabarit, mais c'est un peu compliqué, parce que il y a beaucoup d'écluses, quoi. Voilà. Donc quand il me dit où il est, je suis obligé de sortir ma carte, mais c'est toujours très très bon pour la géographie où j'ai jamais eu de très bonnes notes. Voilà. Et on est une branche maritime aussi avec 9 navires qui travaillent pour la France. Enfin, au départ de la France. Voilà. Donc en ce qui concerne le transport fluvial, moi j'ai toujours trois grands chapitres. Un qui concerne la fiabilité du réseau, parce que les clients en fait ont besoin de fiabilité, que ce soit dans les ports. On a vécu des années difficiles dans le port de Marseille depuis 2010 maintenant, donc on n'a plus de problème, ça va faire la 5e année. Donc ça c'est à souligner, la réforme portuaire est faite, c'est derrière nous, c'est pas encore parfait, mais c'est un vrai pas en avant pour la compétitivité et la fiabilité. On doit avoir des bonnes écluses. On doit avoir des zones où il y a des limons qui stagnent un petit peu, donc on doit draguer un petit peu. Voilà, aujourd'hui c'est un peu compliqué de draguer, mais il faut le faire. Et puis il faut avoir une bonne signalisation pour travailler de jour et de nuit. Donc ça c'est le premier pavé, fiabilité. Le deuxième c'est un prix. Les clients ils veulent un prix. J'ai jamais vendu un transport parce qu'il était plus vert. Ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc on a toujours des coûts de préacheminement, donc on a besoin des camions, on a besoin d'un port performant, et puis après on a besoin de bien massifier dans les unités fluviales. Et puis le troisième argument, c'est quand même le développement durable. Aujourd'hui, les conteneurs qui arrivent sur Lyon, cette année, je pense qu'on va arriver aux alentours de 80 000 chargements-déchargements au port de Lyon. Donc on a doublé en 5 ans, voilà à peu près. Aujourd'hui, c'est des conteneurs qui auront rejeté quasiment 4 à 6 fois moins de CO2 sur l'axe Lyon-Marseille. Voilà. On a un certain nombre de projets. Alors en colis lourds, qui sont plutôt sur le sud de la France, de développement. On pense qu'on va devoir encore se développer en conteneurs, voilà, parce qu'on n'a pas encore atteint notre taille critique. Je nous donne encore bien 2 à 4 ans pour arriver à passer à un seuil acceptable si on arrive à faire la mutualisation des THC dans le port de Marseille, enfin dans les ports français, comme nos voisins européens. Je passe tous mes messages au passage. Et donc, voilà, en termes de développement, on pense qu'il va y avoir il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la distribution urbaine, on ne sait pas très bien comment. Donc on a un projet de déchetterie fluviale en partenariat avec CITA qui serait mise en démonstration par le Grand Lyon peut-être pendant 2 ans dans les années qui viennent. Voilà, c'est un projet qui peut marcher, enfin qui a une vraie logique de fonctionnement. Et on travaille sur un démonstrateur de distribution urbaine à Paris, avec des petits camions électriques qui en fait sortiraient des barges de manière transversale pour aller livrer les arrondissements qui sont en périphérie de la Seine. Voilà. Donc on travaille sur ces dossiers-là.
c'est des dossiers qui sont techniquement assez complexes. En termes d'autorisation, on n'a pas les places de partout où on voudrait. Mais on pense que c'est un axe de développement du fluvial dans les années qui viennent. Merci. Merci de nous avoir rappelé les étapes qui ont été franchises, notamment celle sur la fiabilité, d'avoir rappelé le lien entre le transport routier et le transport fluvial, et également tous les aspects développement durable que revêt ce mode de transport. Également aussi d'avoir un peu recentré le débat sur la question des petits gabarits. Et à ce propos-là, maintenant, on va accueillir quelqu'un qui est déjà là. C'est la SCOP Alizarine, donc représentée par monsieur Raphaël Sozea. Donc c'est un transporteur qui est assez différent puisqu'il transporte essentiellement des produits locaux, des produits du terroir, entre la vallée du Rhône, Paris, Bruxelles, et qui organise également des événements culturels sur la péniche, mais je vais vous laisser en dire un petit peu plus sur votre activité. Oui, bonsoir tout le monde. Donc après le géant CST, le plus petit bateau de commerce de France, Alizarine, nous on a un petit bateau de 35 mètres qui porte 160 tonnes. On est sur ce qu'on appelle le petit gabarit. Donc pour les gens qui ne sont pas au courant, le petit gabarit, c'est le petit réseau qui permet de mailler tout le territoire français, qui nous permet de rejoindre la Saône à la Marne ou à la Seine, quoi. Donc on change de bassin de navigation, quoi. Donc les plus gros bateaux qui peuvent passer sur ces gabarits, c'est des gabarits Freycinet. C'est des bateaux qui font 39 mètres de long, 5 mètres 05 de large et qui peuvent porter 300 et 400 tonnes. Donc l'entreprise Alizarine, elle est née il y a quelques années avec ma compagne Cécile sur un constat du bon sens. On avait envie de créer une entreprise qui ait du sens, qui donne un sens environnemental, des valeurs qui nous étaient chères. Et on est parti de ce bon sens en disant on a un moyen de transporter des marchandises le plus écologique qui est le bateau, et on s'en sert très très peu, quoi. La batterie française, excusez-moi l'expression, se casse la gueule depuis les années 70. On parle de relancer du fluvial, et plus ça va, plus on se rend compte que les bateaux, il y en a de moins en moins. Les bateliers artisans sont de plus en plus en difficulté, et alors qu'on a un moyen vertueux de transporter des marchandises, quoi. Voilà, donc ça c'était notre constat, et le choix de choisir notre marchandise. Donc on s'est un peu spécialisé dans le transport du vin et des transports de produits du terroir. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une région productrice de vin. Le vin, c'est le vin produit dans le sud et consommé dans le nord, et vice versa, quoi. Donc l'idée de créer une ligne régulière qui puisse monter les vins du sud au nord et redescendre les vins de Champagne dans le sud était pour nous très très logique. Donc fort de ce constat, on dit ça peut que marcher, allons-y, quoi. Donc ça fait 1 an qu'on fonctionne. Donc contrairement peut-être à CFT, nous, nos premiers clients, ce sont des clients militants, quoi. Donc on travaille beaucoup avec des vignerons qui sont en bio, et pour eux le transport est une suite logique à leur production, quoi. Ils essaient de minimiser au maximum leur impact carbone dans leur production, et le transport pour eux devient une suite logique, quoi. Voilà. Donc c'est pour nos clients, nos premiers clients, c'est d'abord un transport militant comme leur production, quoi. Donc on a pratiquement 90% de nos vins, ce sont des vins bio, des vins nature. Et le final des clients aussi, c'est les acheteurs, les consommateurs parisiens ou lyonnais, quoi. Donc on a notre client, ce sont des boutiques, ce sont des cavistes, ce sont des restaurants qui sont aussi dans la même logique, quoi. Donc nous, voilà, contrairement à la CFT, on a la chance d'attirer des gens, et pour eux le transport vert c'est super intéressant, quoi. Et même on crée de la plus-value, le transport crée de la plus-value pour un produit, quoi. Un produit comme le vin, c'est une histoire de production, c'est une histoire de vigneron,
Et le transport fait partie de l'histoire du produit, quoi. Donc les vignerons qui vont transporter arrivent à Paris, ben, ils parlent de leur terroir, de leur vin, mais ils parlent aussi de la façon dont le vin est arrivé à Paris, quoi. Donc le transport devient, fait partie de l'histoire du vin, quoi. Et ça c'est super important parce que le consommateur final, il est très très sensible, quoi. On a fait plusieurs fois des tests sur des boutiques sur Paris, là, où le consommateur, du vin qui vient de la Vallée du Rhône monté par bateau, et ben voilà, j'achète, surtout des Parisiens en ce moment qui sont en train de suffoquer sur des particules. Un bateau qui rentre dans une ville comme Paris, comme Lyon, et ben c'est beaucoup moins de particules. C'est quand même des modes vertueux de transport, quoi. On ne crée pas d'encombrement dans des villes, donc l'atout du bateau en distribution urbaine, c'est un atout fort, quoi, très fort, quoi. Mais à part que le fait aussi du transport sur de longue distance, on consomme moins de carburant, moins de pollution. J'aime le répéter, on n'écrase pas de hérissons ou de chiens sur la route, on ne coupe pas des corridors. Donc tout ça, c'est quand même des vertus du transport qu'il faut souligner, quoi. Donc le voyage aussi l'entre-deux-mer nous sert pour le climat, là, on véhicule un peu ces idées-là, quoi. On a en France un gros passé de batellerie, on a un gros réseau, on a du patrimoine, et si on fait rien, tout ça, ça va s'endormir tout doucement, jusqu'au jour où on expliquera aux enfants, ici, il passait des bateaux, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir expliqué la genèse de votre initiative et de votre engagement finalement, bien plus que votre travail. Et aussi nous avoir montré une autre facette en fait du transport fluvial et la plus-value qu'il peut apporter aux produits qu'il transporte, au type de produit dans les villes où il est desservi. Donc maintenant, après avoir entendu des transporteurs, on va écouter un chargeur et en particulier l'entreprise XPO Logistique. Donc c'est une grosse entreprise qui est présente dans de nombreux pays du monde qui s'occupe de transport et de logistique et en particulier de transport routier. Donc je vais vous laisser la parole, Marlène Finet. Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir dans cette table ronde. Donc effectivement, XPO Logistique, c'est une société que vous avez peut-être plus connue sous le nom de Norbert L'Entresangles, puisque c'est une entreprise rhône-alpine qui a été créée à la fin des années 70 par Norbert L'Entresangles lui-même. Et on a eu la surprise de changer de propriétaire et de changer de marque au mois d'avril de cette année. Nous on se considère effectivement pas vraiment comme chargeur, donc je reviens un peu sur ce qui a été dit précédemment au niveau du panel. En tout cas moi avec mon regard je considère qu'il manque vraiment les industriels et les sociétés de grande distribution qui sont les personnes qui achètent réellement le transport, sachant qu'une entreprise comme la nôtre se considère plus comme un prestataire de transport et de logistique. Donc nous, pour faire simple, notre boulot c'est de mettre à disposition des moyens de transport ou des moyens logistiques à ces acteurs-là, qui eux, finalement, c'est à ces acteurs-là que revient la décision de choisir un mode de transport routier ou un mode de transport fluvial ou ferroviaire. Donc nous, notre expérience, alors c'est un peu difficile de passer après tout ça, parce que c'est vrai que notre expérience de la logistique du transport, elle est principalement routière. La particularité de XPO Logistique, c'est d'avoir la plus grande flotte de véhicules d'Europe. Donc on a à peu près 8000 poids lourds en exploitation propre aujourd'hui. Et notre activité, elle est également une activité d'affrètement, puisqu'on affrète à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Donc on fait 9 milliards d'euros d'activité, 50% avec nos véhicules en propre, et le reste en affrètement, qui est essentiellement routier. Mais on fait un petit peu de report modal également, et je vais vous expliquer justement pourquoi on le fait. Et comment on le fait, effectivement, quelles sont les contraintes que l'on rencontre quand on propose à nos clients une solution ferroviaire ou une solution fluviale. Puisque, comme je l'ai dit, on a un parc de véhicules important, on a donc une empreinte carbone qui est importante. Pour vous donner une idée, ces 8000 camions qui dégagent 500 000 tonnes de CO2 par an. Donc on considère qu'on a une responsabilité pour réduire ces émissions de CO2. Donc je reviens aussi sur des mots qui ont été évoqués, qui je trouve, c'est des mots quand même assez forts et qui peuvent peut-être parfois biaiser un petit peu les échanges qu'on a sur ce sujet.
le mot de lobbying, par exemple, moi je trouve qu'il peut être un petit peu choquant parfois, parce qu'en fait, il y a un lobbying peut-être des routiers, mais derrière le lobbying des routiers, il peut y avoir le lobbying aussi des sociétés pétrolières. Comme il y a un lobbying, on l'a dit aujourd'hui, du fluvial. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait, sur ce débat, entre guillemets, du transport de marchandises, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait... Oui, mais en fait, quand on parle de lobbying, moi, là où ça je sais pas que ça me gêne, parce que voilà, mais ce que... Oui, voilà. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on doit avoir ensemble, notamment dans une logique justement de concertation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est plutôt une discussion objective sur aujourd'hui les meilleurs moyens de faire tourner l'économie. Parce qu'en fait, le transport de marchandises, c'est quoi ? C'est un tuyau dans lequel on injecte les kilotonnes de biens de consommation qu'on consomme nous tous les jours. Donc effectivement, le transport de marchandises aujourd'hui a des externalités négatives importantes. On les a rappelées, les enjeux de sécurité routière, les enjeux d'émissions de polluants, de CO2, de bruit en centre-ville par exemple, qui vont représenter des nuisances pour les citoyens, mais les citoyens sont les personnes aussi qui consomment les biens de marchandises qui sont transportés. Et au milieu de ça, on a le secteur par exemple de la route qui emploie aujourd'hui 95% des salariés du transport de marchandises. Je prends cet ordre de grandeur-là parce qu'on représente 95% des tonnes kilomètres transportées. Et ce sont des gens, j'ai aussi envie de le dire, qui font, enfin, qui tous les jours quand ils se lèvent, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font, ils ont la fierté et ils sont fiers de faire ce qu'ils font, ils sont fiers de leur job et ils essayent de le faire de la meilleure manière possible. Bon, donc quand je dis tout ça, je vais aussi vous dire que on regarde les solutions alternatives à la route, on fait en sorte de les proposer, mais effectivement on se heurte rapidement à des contraintes qui peuvent relever de ce qu'on appelle le transit time, donc des délais qui sont très serrés attendus par nos clients pour faire des livraisons, soit en quelques heures, par exemple, on parlait des départs régionaux pour le sud de la France. Aujourd'hui, nos clients, ils attendent qu'en 3 heures, une fois que leur colis soit prêt ou leur marchandise soit prête, elles soient livrées dans leur magasin pour répondre même aux exigences de leurs clients. Donc il y a ce premier frein-là qui est une difficulté. Et quand on regarde les solutions fluviales, malheureusement, le temps s'allonge. Donc le cas du vin, il est super parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez des clients qui sont eux-mêmes qui ont une conscience écologique, c'est dans la continuité de leur démarche, ils font du bio, donc tout ça fait du sens. Le vin, c'est un produit noble qui ne va pas être endommagé entre guillemets par un transport en plus fluvial avec un temps, etc. C'est pas la réalité de la majorité des flux de marchandises qui existent aujourd'hui. Et donc il y a ce premier point. Ensuite, il y a également, si on compare en fait le mode routier avec les modes alternatifs, les investissements nécessaires pour réaliser ces 3 types de transports-là sont complètement différents. Et c'est pour ça aujourd'hui que le transport routier est très compétitif aussi, parce que en fait, bon, on ne peut pas rentrer dans le détail là, on n'a pas trop de temps, mais le coût d'un transport routier au kilomètre n'a rien à voir avec le coût d'un transport fluvial. Alors ça va dépendre du type de marchandise, encore une fois, c'est peut-être un peu général ce que je dis, ça va dépendre du type de transport. Mais là, donc il va y avoir un vrai intérêt économique à faire du report modal sur le transport de containers, par exemple, parce que ça s'inscrit dans un maillon global de transport international, et dans cette configuration-là, finalement, le surcoût, on va dire, du mode fluvial va être écrasé. Mais quand on est sur d'autres types de flux... On est moins cher. Oui, mais vous êtes moins cher en container, mais après, la majorité des flux en top-liner, c'est pas... En tout cas, moi j'ai étudié, très systématiquement, je compare les offres fluviales avec les offres routières, et effectivement, il y a un delta. Alors, on a le temps de répondre après. Oui, après, là où moi je rejoins tout à fait ce que je vous avais dit, il y a tout un tas d'externalités négatives qui sont liées au transport routier qui ne sont pas intégrées dans le coût. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est une réalité. Et deuxième point, la concurrence sur le mode routier est tellement forte que également les prix sont tirés par le bas. Donc tout ça ne facilite pas le report modal. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, on a quand même, on s'est penché plusieurs fois sur le sujet, comme j'ai dit, et notamment on a été l'initiative d'une opération de livraison par mode fluvial dans Paris pour un client qui s'appelle Franprix. Donc on a mis en place une solution, on a travaillé 2 ans pour la mettre en place. Aujourd'hui on livre 7000 caisses mobiles par an par voie fluviale en partant de Chenevière au sud de Paris, et on vient décharger ces containers sous la Tour Eiffel. Donc on a bossé le sujet. Pourquoi ce projet-là a marché? Parce que notre client
a accepté de payer un coût à la palette qui est 2 fois supérieur au coût de la route. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que effectivement la ville de Paris a imposé des contraintes fortes pour l'ouverture de nouveaux magasins. Et donc cette entreprise de grande distribution s'est dit, il faut que je sois en avance, il faut que j'anticipe. Vous avez dû prendre connaissance de l'objectif de la ville de Paris de réduire de 50% d'avoir 50% de véhicules non diesel à l'horizon 2020. Voilà, ça donne en fait ce type de politique publique, ça donne des perspectives qui permettent aux chargeurs de se projeter et donc de se dire je vais supporter un surcoût à moyen terme parce que je vais être en avance et effectivement je vais réduire ma nuisance. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai montré qu'on était quand même de bonne volonté et en tout cas nous ce qu'on essaye d'avoir c'est vraiment une approche objective, c'est-à-dire comparer l'efficacité du mode de transport par rapport à sa performance environnementale et par rapport à sa performance économique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir ajouté au débat un aspect un petit peu plus économique et d'évoquer les contraintes qui sont liées au transport fluvial, notamment en termes de type de marchandises, de temps, mais aussi le rôle des acteurs périphériques, à la fois comme elle avait fait la Scope Marine sur la plus-value qu'apportent les produits, mais également le rôle des collectivités, de la puissance publique par rapport à ce transport-là. Merci à tous donc d'avoir présenté vos différentes structures. On va désormais donner la parole à la salle. Donc si vous souhaitez poser des questions avec différents intervenants, c'est le moment. Je pense qu'on peut aussi profiter de ce moment pour interpeller nos différents intervenants sur les différents freins et le développement du transport fluvial, même si certains ont déjà commencé à être évoqués. Puisque dans la salle, on a des gens qui ont des expériences, des idées sur certaines choses, je pense qu'ils peuvent être assez pertinentes d'évoquer maintenant. Donc voilà, on va prendre 4-5 questions et ensuite les intervenants pourront répondre et on fera ça de fois. S'il y a la première question, qui est toujours la plus difficile. Eh oui, c'est toujours la première. Ah, bravo. Mais si juste vous pouvez vous présenter aussi. C'est la génération qui va nous suivre, alors bravo, je vous félicite. On va vous rendre la planète comme on l'a eu. D'abord, merci à tous. Je me présente, je suis au Parlement européen des jeunes, donc présente avec Eve et Edgar. Donc j'avais simplement une question. Vous avez parlé de la COP21 tout à l'heure. De quelle manière serez-vous présent? Est-ce qu'il y aura des péniches avec des expositions de ce que vous faites, chacun acteur différent? C'est peut-être à Lisa Rim. Peut-être juste à moi, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on peut en prendre plusieurs, comme ça on pourra répondre à plus de questions ensemble. Non, ok, bon, on va répondre à ça. Ça débloquera peut-être le débat. Oui, nous, le but du voyage, on a un bateau, on a 2 bateaux, on finira avec un seul bateau. On a une expo sur le bateau, on veut interpeller là, tout le long du voyage des élus, des chargeurs potentiels, des gestionnaires de la voie d'eau. Et arrivé à Paris, la visibilité qu'on veut avoir, on sera posé au bassin de la Villette pendant quelques jours. On est en train de voir là, pour une arrivée, on peut être reçu par peut-être le ministère de l'Environnement. Ça, je crois que c'est plutôt à ça à répondre. Pour info, on a une palette de vin là, qui est destinée au ministère de l'Agriculture. Donc pareil, tout le long du voyage, on a un petit cahier de doléances qu'on fait remplir à plein de gens et remettre ce cahier-là, puis voilà. Et puis on verra bien comment ça va se passer, quoi. On a des petits moyens aussi, le com, on essaye à notre échelle de parler de nous et de parler du fluvial, quoi. C'est clair que le fluvial manque beaucoup de visibilité. Nous on fait un gros travail, je pense que tout le monde peut dire, quoi. On réexplique, mais en permanence, l'intérêt, les vertus, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un pré-acheminement, un post-acheminement, où on charge, comment on charge, c'est quoi l'intérêt d'un bateau en 2015, voilà, toutes ces choses-là qui nous demandent beaucoup de temps, quoi. Donc la visibilité de la voie d'eau, c'est à mon avis le challenge, quoi. Si je peux me permettre, je pense que le fluvial, il faut le voir maintenant avoir une vision à long terme, pas sur 3-4 ans. Il faut arriver à voir sur 20 ans comment on pourrait organiser ces flux de marchandises qui vont faire qu'augmenter.
Et voilà, là je vais te rappeler la question, mais c'est des choses qu'on aimerait bien aborder pour la COP21. C'est avoir une vision un peu à long terme sur du transport fluvial. Est-ce qu'on voit encore des bateaux? Est-ce qu'on donne la chance à la batellerie pour prouver qu'elle peut être compétitive et vraiment transporter beaucoup? Ou non, on prend d'autres optiques, le camion et peut-être le train, quoi. Oui, pour répondre un peu plus précisément à la question sur l'arrivée, effectivement, pour l'arrivée à Paris, c'est évidemment, on a choisi le 28, la veille de l'ouverture de la COP21. L'idée, c'est de partir de Conflans-Sainte-Honorine le matin du samedi 28, essayer de rassembler quelques ateliers qui voudront bien nous suivre, avec un petit peu de déco sur les bateaux, et arriver au quai des Champs-Élysées avec une réception, ce sera à la hauteur de ce qu'on aura organisé, c'est pas encore totalement calé. Et j'en profite pour interpeller la CFP. Vous venez, vos conteneurs, vous nous suivez, et puis vous cornez. Et on traverse Paris en cornant, on arrive devant le Grand Palais. Voilà, la CFP a des très belles choses à présenter. Mais voilà, on essaie de faire un petit peu tourner le regard vers le milieu du fleuve, alors qu'on a toujours le regard attiré sur les berges des fleuves. Et là, on essaie de le recentrer au milieu. On a un gros problème dans le Midi, dans le canal du Midi, on abat les platanes. Et vraiment d'une manière extrêmement provocante. Je dis, je suis très content qu'on abatte les platanes, comme ça on voit le canal. C'est-à-dire qu'avant, on ne voyait que l'image qu'on vendait pour faire venir les touristes. Moi, je dis, regardons au milieu. Qu'est-ce que c'est? Une voie d'eau, une voie de communication, une voie de transport de marchandises qui a servi pendant 300 ans à faire le transport de marchandises. Et on a 30 ans de tourisme qui pose déjà certains problèmes. Là, on parle d'un cas extrême. Le canal c'est un cas extrême, dans tous les sens du terme. Moi, je vais aussi compléter. Excusez-moi, j'ai pris le micro. Donc, Nathalie Ballon, de Voies Navigables de France, chargée de communication pour la direction territoriale Rhône-Saône. Je complète en fait les propos qui ont été tenus sur notre participation à la COP21, dans le sens où on soutient effectivement l'événement Un voyage vivre pour le voilà, un voyage pour le climat. Excusez-moi. Donc en fait on a soutenu financièrement cette action, et également ça ne s'arrête pas là évidemment, dans le sens où VNF a été soutenu et sollicité par le ministère pour participer donc à la COP21 à Paris, avec donc notre directeur général participera à la délégation officielle. Pourquoi VNF participe à la COP21? Tout d'abord, en fait, on a été sollicité dans le sens où les déchets, en fait la COP21 était aussi centrée sur la pollution des océans, et en disant que une grande partie des déchets présents dans les océans proviennent des fleuves et des rivières. Forcément, VNF est concerné dans le sens où on les gère, on les exploite. Alors on ne produit pas forcément de déchets, puisque nous, on est certifié sur la gestion de nos déchets. On n'est pas là pour en produire, au contraire. Mais voilà, d'où notre participation effectivement à la COP21. Donc à Paris, à l'arrivée effectivement de la Lizarine, il y aura une exposition sur les berges à Paris, organisée donc par VNF, sur les quais des Champs-Élysées. Cette opération ne se termine pas là pour autant. Ça s'effectuera également dans le cadre du Salon des maires, qui va se tenir effectivement début novembre, à Paris, où avec le bateau Tara, et où là un dîner va être organisé à bord de ce bateau, et où là VNF effectivement va promouvoir le transport fluvial, la COP21 bien sûr, et tout ce dont on a parlé précédemment. Voilà. Merci d'avoir recontextualisé la place de VNF lors de la COP21. Mathieu Blanc, est-ce que vous voulez répondre à l'interpellation qui a été faite juste avant? Peut-être aussi, vous avez des remarques tout à l'heure. C'est du Rhône et pas de la Seine. Si j'avais été directeur de la Seine, je serais venu avec plaisir. On invitera plusieurs de nos collègues. On interpellera. Oui, vous avez une question?
Oui, j'avais une question, tiens, du coup. Puisqu'on parlait, tout le monde m'entend, j'ai peut-être pas besoin du micro, on évoquait la question... Si on aime bien votre voix, votre timbre de voix. C'est mieux comme ça. Donc là, on évoquait la question du petit gabarit, ça a été évoqué. Moi, je remarque, c'est vrai que pendant très longtemps, on a parlé, surtout sur le Rhône, grand gabarit. Voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi deux cultures différentes entre petit et grand gabarit. Et justement, Voies navigables de France, ça fait un petit moment que vous vous intéressez un peu plus au petit gabarit. Rachid Dioud, tu l'as évoqué, et tu as dit que tu allais y revenir, donc peut-être tu as des éléments de réponse aussi sur cette question, cette recherche aussi du petit gabarit. Est-ce qu'il faut des unités spécifiques? Est-ce qu'il faut moderniser cette flotte? Est-ce qu'il faut de votre point de vue? Alors, effectivement, le sujet de petit gabarit est un sujet assez passionnel pour notamment la profession d'artisan batelier. Je veux simplement préciser une chose, artisan batelier ne veut pas dire travail avec un petit bateau. Un artisan batelier, c'est un entrepreneur qui peut travailler sur une unité de 110 mètres, qui va coûter 3-4 millions d'euros, ou travailler sur un bateau de 250 tonnes qui va effectivement pouvoir circuler sur quasiment tout le réseau quart nord-est de la France, depuis notre bassin jusqu'au nord de la France. Alors effectivement, je dis que c'est un sujet passionnel parce qu'on a un réseau qui est important. Les 3/4 de ce réseau fluvial sont constitués du réseau à petit gabarit. Donc on a à peu près 2000 km de voies navigables qui correspondent à la Seine, au Rhône, à une partie de la Moselle, le Rhin. Et on a quand même un maillage fort de canaux qui permet de faire la jonction nord-sud. Alors nous, ce réseau fluvial, on est intimement persuadé qu'il a encore de l'avenir, mais sur je dirais, des schémas de transport qui ne sont pas les schémas, je vais être un peu peut-être brusque, mais qui ne sont pas les schémas de transport qui ont permis de construire ce réseau Freycinet. Il y a 200 ans, quand on a construit ce réseau, 250 tonnes, c'était une unité de transport importante, productive. On pouvait faire un transport en 10 jours, 14 jours. En face, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de camion, il y avait des chemins de terre, il y avait le fer qui se développait à peine. Donc on avait un réseau performant, ultra performant, que nos voisins européens nous enviaient, et qui correspondait à un standard de l'époque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore ce réseau, plus ou moins bien entretenu. C'est vrai qu'en fonction des sections, on a des sections automatisées, on a des sections qui ne le sont pas, donc c'est pour ça que je dis plus ou moins bien entretenu, parce que c'est un coût. Et donc aujourd'hui, les standards ont changé, et on pense que ce réseau a de l'avenir sur des niches de transport qui peuvent être intéressantes pour des industriels. Alors les niches, j'ai parlé tout à l'heure du transport de colis exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de transports qui se font par route, qui sont des transports à très forte valeur ajoutée, qui consistent à transporter des colis, des encombrants, des colis de 200 tonnes, 300 tonnes, voire plus. Ça peut être, c'est des colis généralement qui concernent l'industrie énergétique, ça peut être l'industrie de la métallurgie, CFT en transport, et CFT en transporte même à petit gabarit. Donc il y a des niches de transport, parce que ce qui est exceptionnel par la route est vraiment un transport ordinaire par le fleuve. Quand vous êtes transporteur routier et que vous devez faire toute une batterie de demandes d'autorisation de transport exceptionnel pour 500 ou 600 km, vous n'avez rien à faire en transport fluvial en termes d'autorisation. Et on oppose souvent la vitesse au transport fluvial. Et bien là, pour le coup, la vitesse commerciale du transport fluvial est même meilleure que pour la route. Quand il faut changer des sens de circulation, quand il faut revoir des ronds-points, quand il faut solliciter les forces de l'ordre,
pour accompagner un transport routier, et sur des distances très très longues, qui nécessitent une multitude d'autorisations, organisées en plus par département, en sollicitant les services de l'État par préfecture, c'est très compliqué. Donc ce réseau fluvial, il a le mérite d'exister, il a le mérite, je parle du petit gabarit, de mailler des territoires industriels parfois moins, hein, plutôt ruraux. Donc il y a des niches, donc je parle des transports exceptionnels, il peut y avoir aussi des niches qui sont liées aux extrémités du grand gabarit, le grand gabarit, hein, le Rhône, la Saône. On peut avoir des origines-destinations, hein. Quand on parle en transport, on parle toujours d'origine-destination. Il peut y avoir des origines-destinations de transport pour des matériaux de construction, pour du transport de céréales, qui laisseraient toute leur place au petit gabarit. Donc j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, il faut qu'on raisonne cas par cas, en fonction de la problématique de transport, mais qu'on ne raisonne pas sur un standard du petit gabarit. Ce standard, il a été performant, encore une fois, il y a 200 ans, transporter 8 jours, 10 jours, voire 15 jours, c'était la norme, et la route ne faisait pas mieux. Hein. Aujourd'hui, il faut travailler sur des origines-destinations, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les industriels, les chargeurs, les prescripteurs, hein, les faiseurs de transport, et justement ceux qui consomment du transport. Donc moi je dirais que c'est du cas par cas, voilà, et qu'il faut moins raisonner sur ce standard qui permettait par exemple de faire Lyon-Gand ou Lyon-Anvers. C'est vrai que ça a fonctionné pendant longtemps, ça a fonctionné comme ça. Aujourd'hui, il y a encore quelques niches pour du trafic d'engrais, par exemple, hein, qui, au départ d'engrais, qui alimente le quart sud-est de la France. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas, et on n'a pas vocation à abandonner le petit gabarit, mais il faut comprendre aussi que c'est un réseau qui est dense, qui coûte. Et je dirais que sur certaines sections canalisées, le tourisme, c'est aussi un moyen de maintenir ce réseau. Hein. Donc, et là, on parle aussi de patrimoine. Donc, je dirais que le travail de VNF, hein, c'est d'essayer de conjuguer les différents usages. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mon chef, hein, revient de Dole, justement, il a animé un atelier. Il y avait Areva, il y avait des transporteurs exceptionnels, il y a Siemens. Hein, et l'objectif, c'est de trouver des solutions de transport ensemble pour ce type de fret, qui en plus est fortement rémunérateur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, parce que je crois qu'effectivement, et je voudrais surtout pas blesser la seule femme qui est à la tribune, hein. Vous avez vu comment on est macho quand même dans le transport fluvial et dans tout ce qui touche au fleuve. Hein, bon, vous avez des femmes à bord, c'est bien. Merci Mathieu, au moins de prendre en considération la considération féminine. Bon, la condition féminine. Donc je ne voudrais pas la vexer quand je parle de lobbying. Il est vrai que le routier a largement fait pression sur bon nombre d'hommes publics et politiques et sur les pouvoirs publics, hein, pour faciliter effectivement le transport par ne serait-ce que le nombre de tonnes à l'essieu, ne serait que des choses comme ça. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat politique parce que ce serait complètement ridicule, mais je voudrais surtout lui dire qu'effectivement le transport routier est indispensable aussi, hein, on le comprend bien, mais il y a quand même une prise de conscience de plus en plus qu'il y a quand même un transport routier qui pourrait effectivement être transféré sur le fluvial. Je vous donne simplement un exemple, et vous l'aurez très vite compris. Quand vous regardez le Rhône ou la Saône, et que vous voyez une barge qui est poussée par un automoteur, soit un automoteur de CFT ou autre. Ah, non, on peut faire de la pub. C'est 240 camions qui ne sont pas sur l'autoroute A7. 240 camions. Si vous voyez un peu ce que ça fait quand vous mettez 240 camions à la queue leu, vous vous imaginez
l'encombrement d'une autoroute. Donc là, effectivement, il y a matière à réflexion. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir. Et c'est aussi le devoir du politique de chercher à rassembler les différents acteurs économiques. Nous, on n'est pas là pour légiférer en permanence ou pour donner... on n'a pas la science infuse. Tout se co-construit. Je dis bien tout se co-construit. Et donc, il faut effectivement prendre conscience. Et lorsque l'on a l'honneur d'avoir la COP 21 et qu'on sait très bien que l'engagement est de baisser de 2 degrés la température, de limiter de 2 degrés la température, l'augmentation de la température, oui, non, mais tout le monde comprend. On comprend. Je veux pas faire un discours écolo parce que j'ai mon collègue écologiste là qui va me reprendre après et dire que je marche sur ses plates-bandes. C'est pas du tout ça. Non, mais soyons sérieux. Il n'y a pas à opposer le routier au fluvial. Il y a simplement à faire comprendre qu'il y a des situations de transport de marchandises qui peuvent être extrêmement intéressantes pour le fluvial. Et ce qui n'enlève rien à la qualité du transport routier. Il faut aussi savoir, parce que quand vous nous dites qu'il coûte moins cher, vous n'incluez pas le frais de réfection des autoroutes, toutes les infrastructures qui coûtent cher, et tout ça. Alors que la voie d'eau, elle est gratuite. Et bon, on est bien... pas de polémique. On ne va pas faire la polémique là maintenant, parce que ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable. Et être raisonnable, ça veut dire quoi? Être ensemble, co-construire, et puis essayer d'apporter un peu d'innovation. Et quand je vois ces jeunes entrepreneurs qui ont le courage, sur leur denier personnel, essayer d'ouvrir une voie nouvelle pour transporter de la marchandise noble, parce que le vin c'est noble, il y a certainement d'autres marchandises qui ont cette noblesse, et je crois qu'effectivement nous avons devoir, en dehors de notre mission, de trouver les moyens de les aider et de les mettre en rapport avec des donneurs d'ordre ou avec des récepteurs. Il est certain que c'est une innovation qui n'est pas inintéressante et qu'il faut entrer ensemble. C'est une démarche que je qualifierais de citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes tous des citoyens de cette planète et nous n'avons pas le droit de la massacrer et de la sacrifier. Et par des initiatives et le courage que vous avez, madame et messieurs, on ne peut que dire bravo et vous dire ne soyez pas... Je sais que vous êtes toujours inquiète, angoissée, parce qu'on ne voit pas les choses évoluer aussi vite que vous le souhaiteriez, mais je suis sûr que le voyage que vous faites aujourd'hui, en partant de Bordeaux pour aller jusqu'à Paris, si vous interpellez bon nombre d'acteurs économiques ou d'acteurs politiques, de responsables politiques, vous savez, c'est comme tout, chaque fois il faut enfoncer le clou un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je vais citer un dernier exemple, puis après je rendrai très volontiers le micro. Le deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse, que Gérard Collomb, sénateur maire et président du Grand Lyon à l'époque, a voulu pour effectivement faciliter la liaison entre le nord et le sud, puisque le tunnel de la Croix-Rousse était uniquement routier. Il a voulu un tube piétonnier pour les vélos et pour les transports en autocar pour justement faciliter la liaison entre la rive droite du Rhône et la rive gauche de la Saône. Ça s'est fait, tout le dérochage, et je le dis avec fierté parce qu'il le sait, Mathieu Blanc, ça a été fait par transport, par barge. On a emmené le dérochement par barge. Vous imaginez, il va peut-être le dire, le nombre de camions qu'on a évité pour circuler dans la presqu'île et pour aller rejoindre le terrain de stockage. Vous imaginez le nombre de camions qu'il aurait fallu, le nombre de litres de diesel, le nombre de mètres cubes de gaz à effet de serre que vous avez économisé. Donc voilà, c'est parce qu'on a co-construit ensemble une volonté politique.
Merci beaucoup pour vos deux exemples marquants et d'avoir souligné l'importance de la co-construction dans le transport fluvial et également la complémentarité du transport fluvial et du transport routier. On avait une question là. Merci. Donc Jean-Charles Collas, moi je suis conseiller régional, Roland a fait une petite allusion, président de la commission transport du conseil régional Rhône-Alpes. Puisqu'on parle de la COP21 et de l'enjeu climatique, moi il me semble qu'il y a un enjeu effectivement à reporter une bonne partie du transport de marchandises en France, non pas seulement sur le fluvial, mais sur l'ensemble ferroviaire et fluvial. Le ferroviaire et le fluvial ne sont pas en concurrence et je m'insurge un peu d'ailleurs sur il faut faire toujours plus gros, toujours plus, etc., la course, etc. Vous l'avez dit, madame, il y a un véritable enjeu à une concurrence libre et non faussée, qui est, paraît-il, notre règle, mais qui n'est pas du tout appliquée, puisque le transport routier ne paye pas le vrai coût du transport routier. Alors, vous avez parlé des externalités. Il y a quelques années, une étude avait dit que les coûts externes du transport routier, c'était 12 centimes d'euros la tonne-kilomètre, donc ça a dû être un peu réactualisé. 12 centimes d'euros la tonne-kilomètre, ça veut dire que sur 1000 km pour un 40 tonnes, ça fait 5 000 euros, qui sont payés par nos impôts et nos cotisations sociales, puisque les coûts externes, c'est les coûts liés aux maladies, liés à la pollution, etc., etc. 5 000 euros qui ne sont pas payés par le mode de transport routier. Donc ça fait une concurrence totalement faussée et absolument pas libre. Et puis, Roland l'a cité, les infrastructures. Un camion use une route plusieurs dizaines de milliers de fois plus qu'une voiture. Le coût du péage entre la voiture et le camion, il n'est pas d'un rapport à 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000, loin de là. Ça veut dire que la voiture individuelle paye pour les poids lourds. Et donc, on est quand même le dernier pays européen à pas commencer à rentrer dans cette internalisation des coûts externes. Les autres pays européens ont commencé à s'y lancer. Et vous avez raison, le lobby n'est pas seulement celui des transports routiers. On a la chance en France d'avoir le plus gros lobby qui associe à la fois le transport routier, à la fois les pétroliers et à la fois les grandes entreprises de BTP qui construisent des infrastructures. Mais c'est un vrai enjeu, et est-ce que l'enjeu, c'est pas justement, alors pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais d'internaliser les coûts externes, en partie, comme l'ont fait la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et bien d'autres maintenant, et puis de faire payer un peu plus le juste coût pour que le report modal vers le fluvial et vers le ferroviaire se fasse naturellement, parce que là, le fluvial et le ferroviaire seront beaucoup moins chers. Mais au moins ça anime le débat. Effectivement, moi ce que j'ai évoqué, c'est que, en tout cas pour l'XPO Logistics, il n'y a aucun souci à internaliser les externalités négatives. Au moment de l'écotaxe, on était prêts. On a équipé tous nos véhicules de boîtiers qu'on a mis à la poubelle après. Donc après, c'est aussi est-ce que le pouvoir public a la capacité aujourd'hui de tenir ses engagements et au lieu de reculer. Alors ça rejoint peut-être la question des lobbies que vous avez évoquées, mais encore une fois, derrière le transport routier, il ne faut pas oublier qu'il y a des industriels, des sociétés de la grande distribution, et ce sont eux les décideurs. Et deuxième point, sur les externalités négatives, je voudrais quand même qu'on rappelle qu'un bateau, ça avance pas avec des rames, mais ça brûle du fioul. Donc un bateau a une empreinte carbone, un bateau émet des émissions de polluants. Et je n'ai pas vu d'études, et parce qu'il faut qu'on en parle, je n'ai pas vu d'études sur les émissions de polluants du transport fluvial récentes. J'ai l'impression que sur le sujet, il n'y a pas forcément aussi de partage d'informations très clair. Non, mais je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Et l'autre point, c'est que le transport... Moi, encore une fois, honnêtement, je suis responsable développement durable de l'XPO Logistique. Donc s'il y a une personne qui est convaincue qu'on doit aller vers la multimodalité et que l'on doit faire évoluer le transport de marchandises, c'est bien moi. Et je crois que depuis 5 ans, puisque je fais 5 ans que je suis chez XPO, j'ai découvert le monde du transport de marchandises et je pense que j'ai un œil assez objectif, alors qui est certainement un petit peu empreint de la culture camion, une culture que je trouve assez intéressante. Mais à la base, je suis foncièrement écolo, je suis pour la COP21, je suis pour un prix carbone, etc. Donc ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que ce que je veux, c'est qu'on fasse des choix qui soient dans l'intérêt de tous, qui soient objectifs. Et il y a des cas, et je crois qu'il faut le dire aussi, où le transport fluvial peut avoir une empreinte carbone qui est moins bonne que celle de la route. Il y a des cas où c'est pas vrai, il y a des cas où c'est vrai. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas de généralité. Quand on parle, et puis l'autre point, c'est que le report modal fluvial ou ferroviaire, il ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins de transport de marchandises du territoire. C'est pas possible. Nous, on a fait une étude de duplication de ce qu'on fait à Paris, à Lyon.
Les entrepôts de la grande distribution sont 80% d'entre eux à l'est de la ville. À l'est de la ville, il n'y a pas de fleuve. Les 2 entrepôts qui sont au sud représentent, je ne vais pas citer les noms des enseignes, mais représentent l'équivalent de 8 containers par jour. Donc là, je parle de la distribution alimentaire dans Lyon. À Paris, ce qu'on a mis en place, c'est 28 containers par jour, et avec un surcoût palette de 50%. Donc moi, je suis d'accord, il faut légiférer, il faut que les externalités négatives de la route soient internalisées. Parce qu'effectivement, peut-être que la concurrence n'est pas libre, mais après, c'est vraiment une étude au cas par cas, à mon sens, et en tenant compte de l'ensemble des contraintes. Et là, la contrainte que j'ai évoquée pour le cas lyonnais, on pourrait se parler 100 ans du fait que le fleuve c'est très bien, mais si la majorité des volumes sont à l'est, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut se placer dans une posture effectivement de politique publique de long terme et envoyer les bons signaux prix, parce que je reviens sur le sujet de l'écotaxe, on envoie un signal puis on revient dessus, donc après c'est passé pour différentes raisons, on n'a pas le temps de revenir dessus non plus, mais voilà, bon, en tout cas j'espère que ça fera avancer la réflexion de tous ce soir, et encore une fois, nous on n'est pas les défenseurs du camion, on est les défenseurs des solutions de transport dont ont besoin nos clients. Et la réalité de l'économie, c'est zéro stock, la réalité de l'économie, c'est zéro transit time, etc. pour répondre aux attentes des consommateurs. Oui, je voudrais m'adresser à vous, madame, s'il vous plaît. Gilles Durel, donc l'association Promo Fluvia. Ma question est assez directe, j'ai bien noté votre adhésion à l'environnement, à l'intérêt collectif, l'intérêt général. Vous avez signalé que votre entreprise avait 8000 camions, si j'ai bien compris, je suis arrivé un peu en retard, je m'excuse. Combien de bateaux avez-vous? Et sauriez-vous convaincre votre direction d'acheter des bateaux aussi? C'est une réflexion qu'on a déjà eue, et c'est vrai que comme j'ai dit, on a quand même donc un parc de véhicules important, donc on a une expérience de la route qui est forte, et on a très peu d'expérience que ce soit du fluvial ou du ferroviaire. Donc notre approche, c'est plutôt de s'appuyer sur les prestataires en place, ceux qui connaissent les 2 autres modes, et de travailler avec eux. On est plutôt dans cette logique-là et non pas dans une logique d'investissement. Alors moi je voudrais d'abord demander, sans visite que ce soit, de nous dire comme ça, grosso modo, quelles sont les perspectives heureuses que vous percevez d'une réorientation donc, des flux par le fluvial en matière d'emploi, d'entretien des rives, de la relance de la construction navale éventuellement. Et parce que il y a quand même pas mal de tensions entre vous, malgré tout. Moi, la seule chose qui me... D'accord, très bien. Alors par contre, peut-être des points de vue différents, parce que quand je vous entends dire que les décideurs que vous avez en face de vous sont les multinationales et la grande distribution, moi je me demande pourquoi les citoyens ne se réapproprient pas l'idée de défendre une façon de vivre sur ce territoire. Et pourquoi faut-il toujours entendre que les lois du marché, que les décideurs sont ces gens que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas appréhender, ce sont des actionnaires pour la plupart. Je pense que ce voyage aussi se fait l'ambassadeur d'une parole citoyenne pour l'avenir, et que si à la COP21, d'après ce que j'en ai compris, les décideurs qui vont être présents sous le fait des lobbyistes dont on a parlé, on pourra la catastrophe. La COP21, elle n'est pas faite pour quémander auprès des décideurs, les grandes puissances bancaires et autres, de nous envoyer des miettes. Ce que l'on attend de la COP21, c'est une réappropriation des territoires et du fonctionnement de ce pays par les citoyens eux-mêmes. Moi, j'entends pas autre chose. Alors, pour ce qui est des perspectives heureuses, je peux en entendre quelques-unes, parce que effectivement, on a quand même des chantiers navals en France. On a aussi un savoir-faire. Est-ce que aussi à perdre du temps à remettre en place le réseau fluvial, est-ce qu'on risque pas de voir des compagnies étrangères débarquer et puis faire ce que nous on n'a pas eu le temps et le courage de faire? Grande question.
Quel besoin tu as Sur les perspectives heureuses. Ça va être des éléments de réponse, hein, parce que c'est très large. Il y a 10 ans, effectivement, il y avait peut-être 2000 EVP, c'est-à-dire c'est l'unité de compte du conteneur, c'est le petit conteneur. Le petit conteneur de 6 mètres. Voilà. Donc un équivalent 20 pieds, c'est le conteneur de 6 mètres. En 2000, c'est simple, en 2000, il y avait à peu près 2000 EVP. L'année dernière, on a franchi sur le Rhône la barre des 100 000. Bon, on devrait faire guère plus. Voilà. En tout cas, on transforme l'essai. Donc la pente, elle est quand même, pour ce type de trafic, elle est quand même croissante. Bon, elle va croître moins fortement, hein, c'est dans les prochaines années, mais bon, on a des perspectives qui nous permettent d'envisager en 2025 un chiffre de 200 000. 2025, ça sera peut-être en 2030. C'est le potentiel. Donc il y a, en fonction des types de trafic, effectivement, des motifs de satisfaction. Alors qu'on nous disait à une époque, mais comment vous allez faire un conteneur, c'est 36 heures à la remonte, 24 heures, alors que ce même conteneur, il va voyager plus d'un mois au niveau international. Après, bon, il y a d'autres perspectives. On entend beaucoup parler d'économie circulaire, on a beaucoup parlé de développement durable. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un des enjeux du développement durable, c'est d'arriver à passer du concept d'économie circulaire à une réalité. On a des projets portuaires qui se développent sur ce concept d'écologie industrielle. Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en disant que le report modal, c'est aussi beaucoup d'aménagement du territoire. J'ai eu l'occasion, grâce à Promo Fluvia, de faire un voyage d'études il y a 2 ans sur le Rhin. J'ai visité donc des zones portuaires. La ville de Bâle est une ville qui n'est pas plus grande que Lyon, même plus petite. Le port de Bâle, c'est 6 millions de tonnes. Sur le Rhône, on a 7 millions de tonnes. C'est exactement les mêmes bateaux qui naviguent sur le Rhône et sur le Rhin. C'est les mêmes bateaux. Mais pourquoi ils ont 6 millions de tonnes? Parce que l'industrie, elle est densifiée autour des ports. C'est-à-dire qu'ils ont densifié les zones d'activité autour des ports. Et donc, ils ont les masses critiques pour mieux transporter. Nous, on l'a fait par le passé. D'ailleurs, on est sur un site qui est anciennement industriel. On a reporté au port Édouard Herriot des activités qui étaient ici. Mais on a aussi construit des zones industrielles et logistiques à proximité des échangeurs. Et ça ne s'est pas fait en 5 ans, ça s'est fait sur des décennies. Et donc là, on est sur le champ de l'aménagement du territoire. Et il faut qu'on repense cet aménagement du territoire. Donc il y a un projet qui est fortement soutenu par la région Rhône-Alpes à Salaise. Il y a une zone économique de 300 hectares. Et ben, l'idée, c'est de développer cette zone économique sous l'angle de l'écologie industrielle, sous l'angle du transport combiné, c'est-à-dire inciter des grands industriels à s'implanter, mais pour qu'ils utilisent le fer et la voie d'eau, parce que nos zones portuaires, un port c'est quoi? C'est une zone industrielle qui est particulière parce qu'elle est desservie par le fleuve, et généralement elle est desservie par le fer, donc ce sont même des gares. Donc il faut se projeter aussi, il faut travailler aujourd'hui pour dans 20 ans, et concentrer de l'activité sur des zones bien réfléchies, bien définies, et pas éparpiller des flux, parce que quand on a des flux éparpillés, la seule solution après c'est la route. Donc oui, il y a des perspectives, et on travaille aujourd'hui pour qu'on transforme l'essai dans 10, 20 ans. Et il y a en plus des industriels qui commencent à s'implanter sur Salaise. Il y a un grand groupe américain qui va construire des pièces à haute valeur ajoutée pour les comptes de l'aéronautique. Ça va faire des flux de matières premières à transporter, ça va faire des emplois, en plus ça va faire des emplois à haute valeur ajoutée, en lien avec les universités, en lien avec les clusters, mais ça se fait, c'est un projet comme ça, il faut travailler 20 ans avant. Et donc c'est pour ça que les collectivités territoriales, locales,
sont importantes et c'est pas l'affaire uniquement des transporteurs fluviaux ou de VLF, le report modal, c'est tout le monde. En complément de votre question, pour bien vous montrer qu'aujourd'hui, les responsables politiques, et notamment tout ce qui est métropole, territoire régional, j'ai devant moi, et vous voyez, le travail que nous faisons depuis maintenant un certain nombre d'années, et notamment notre volonté d'avoir mis en place un nouveau schéma portuaire du pôle métropolitain lyonnais et de ses territoires d'influence. C'est le dernier comité de pilotage qui est ici, dans les slides, c'est du 23 mars 2015. C'est la présentation de l'analyse et des propositions d'orientation et d'action. Vous voyez que on est dans cette co-construction. On n'abandonne pas le citoyen. Le citoyen, par le biais des élus territoriaux, reprend aussi ce leadership. Donc, et c'est là où il est important, c'est de travailler tous ensemble. On ne peut pas jeter l'opprobre sur un secteur d'activité, jeter l'opprobre sur tel ou tel acteur économique. On est là pour co-construire avec la volonté commune de faire en sorte que aujourd'hui notre planète ne soit pas dévastée. Voilà. C'est très clair, quand vous souhaitez reprendre la main citoyenne, elle est en marche. Elle est en marche. Merci pour vos éléments de réponse. Alors on va prendre juste une dernière question et ensuite vous aurez du temps en fait sur un petit cocktail après pour encore échanger avec l'intervenant si vous le souhaitez. Sinon la fibre est dans la... Allez, je tente de parler sans micro. Au diable de la technologie. Ouais, c'était l'avarice et les avaricieux. Ouais, on y va. Du coup, je suis Ève du Parlement européen des jeunes et j'étais très intéressée par cette réunion. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'on a besoin d'un énorme changement de mentalité et notamment chez les consommateurs. Alors, comment en fait donner le coup de pouce au fluvial pour que ce soit visible et chez les consommateurs. On parlait tout à l'heure de notre client Franprix qui a adopté en fait le fluvial comme moyen d'acheminer ses produits là-bas. Est-ce que eux, par exemple, ils en font la promotion auprès de leurs clients et si nous on est militants du fluvial, on essaye de réduire notre consommation de gaz à effet de serre, etc. Comment en fait, vous parlez de co-construire, comment concrètement on co-construit? Est-ce que vous allez voir les entreprises et leur dites, écoutez, là, nous, par exemple, la région Rhône-Alpes, on veut bien vous aider à privilégier des transports, on veut bien annuler le surcoût si vous y mettez, parce que là, tout le monde parle de long terme, on dit que plus tard, ça va être énormément bénéfique, ça va réduire les particules fines, ça va réduire